Prêt pour l'impact, c'est un nouveau rendez-vous dans notre émission. Chaque semaine, je reçois un acteur majeur de notre économie, les DG des plus grands groupes, mais aussi des ministres, des intellectuels, des personnalités engagées pour une interview en longueur, plus de 25 minutes. Et pour cette première, j'accueille Julien Denormandie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Merci d'ouvrir le bal en quelque sorte. Vous êtes responsable de l'impact chez Sweep Startup qui accompagne les entreprises dans leur démarche de durabilité et évidemment de bilan extra-financier. Vous y êtes depuis septembre 2022, après avoir occupé plusieurs postes gouvernementaux, ministre de la Ville et du Logement, c'était de 2018 à 2020, ministre de l'Agriculture jusqu'en 2022. J'imagine, tiens, justement, quand vous quittez le gouvernement, je crois que c'était au printemps, mai 2022, vous deviez avoir pas mal d'options devant vous. Pourquoi vous avez choisi une start-up? Pourquoi vous avez choisi Sweep? Parce que moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Je pense qu'on peut faire des choses fabuleuses dans l'entrepreneuriat. C'est aussi une forme de rupture avec le monde politique. Et j'ai donc choisi de rejoindre ce fabuleux projet chez Sweep, où on accompagne les entreprises dans leur durabilité. Et j'ai rejoint également un fonds d'investissement à impact qui s'appelle Raise, qui est pionnier de la finance engagée. Qu'on a reçu ici plusieurs fois, oui. Et je suis persuadé que... Il fallait ces deux briques en quelque sorte. En fait, moi, je voulais vraiment m'engager en faveur du climat et au bénéfice de celles et ceux qui essayent de faire les choses différemment en se disant que nos systèmes économiques linéaires trouvent des finitudes, en se disant que ne pas se poser les bonnes questions de savoir comment faire autrement était profondément une erreur. Et l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine de l'environnement, la finance à impact, sont des vecteurs, il me semble, très important pour justement accompagner cette économie vers la décarbonation. Qui sont vos clients chez Sweep et surtout comment vous les accompagnez? C'est quoi le service que vous proposez? Alors nos clients, ils sont à la fois des grandes entreprises, mais aussi des PME et des ETI et également des acteurs du monde financier. Nos clients, ils font face à un défi majeur, qui est celui de la décarbonation, qui est celui de la limite des empreintes environnementales. Songez que nous avons fait une étude récemment avec l'un de nos partenaires, qui est Capgemini. On a interrogé plus de 500 entreprises à travers le monde, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, et plus de 8 entreprises sur 10 indiquent que face à un monde décarboné, ces entreprises vont devoir se changer significativement. C'est-à-dire repenser leur modèle d'approvisionnement, leurs achats, repenser leur modèle de production. Mais 8 sur 10. 8 sur 10, c'est colossal, et à travers le monde. Et donc, il y a Ils ne se sentent pas prêts pour l'impact. Finalement, c'est le titre de notre rubrique, ou pas suffisamment prêtes pour l'impact, quoi. Disons qu'elles ont cette prise de conscience, et en même temps, si 8 sur 10 ont cette prise de conscience, 7 sur 10, dans la même étude, indiquent ne pas être suffisamment armés pour faire face à cela. Et c'est cet accompagnement qu'il faut apporter. Alors chez Sweep, nous, on est une ESG Data Management Platform, c'est-à-dire qu'on apporte un logiciel, on est éditeur de logiciels aux entreprises pour gérer par la donnée, et c'est très important, l'ensemble des critères environnementaux, que ce soit le carbone, que ce soit l'eau, les déchets, que ce soit la gouvernance ou le social. Et ce faisant, tout comme les entreprises gèrent leurs données financières par des process, par des outils, on apporte à ces entreprises le logiciel leur permettant, l'infrastructure leur permettant de se poser les bonnes questions, que ce soit en termes de se fixer des objectifs, de suivi de ces objectifs, de collecte de la donnée, mais également en termes d'impact sur leur propre gouvernance. Comment on change une partie de sa gouvernance. Et donc, chez Sweep, on permet aux entreprises de gérer par la donnée leurs enjeux environnementaux, et ce faisant également, mais c'est très important, de se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations comme la CSRD. Et dont on va parler évidemment. Alors, j'ai choisi une date importante dans l'histoire de Sweep, dans l'histoire récente, c'est mars 2023, première acquisition. C'est une toute jeune entreprise, déjà une acquisition d'un concurrent britannique qui s'appelle Consequence, fondé par les frères Poulter, qui ont d'ailleurs rejoint vos équipes. Pourquoi cet achat? Qu'est-ce que ça représente, cette date, mars 2023?
Cette entreprise, Conséquence, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit, l'enjeu pour les entreprises, c'est de s'armer face aux défis environnementaux. Et les deux grands enseignements qu'on a, c'est ce faisant, il faut accepter que l'environnement soit géré comme un projet de données et accepter que l'environnement impacte la gouvernance de l'entreprise. Et quand on parle d'une gestion par la donnée, c'est récupérer des données d'activité, les transformer en des données soit climatiques, soit sociales, soit de gouvernance. Pour pouvoir mener des actions de transformation derrière. Pour pouvoir se fixer des objectifs, suivre ces objectifs, imaginer des initiatives, évaluer ces initiatives, etc. Oui, on n'en reste pas au stade de l'audit, évidemment. Sauf que on parle parfois de milliers de données. On va chercher des données d'activité. On a certains grands groupes où on a même des dizaines de millions de lignes de données. Donc il fallait de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vient simplifier encore plus que ce soit la collecte, la transformation, la gestion de ces données. Mais je fais très attention avec l'intelligence artificielle. Chez Sweep, on a donc, grâce à cette acquisition, permis de développer un outil qui soit le plus simple possible dans un monde complexe, parce que le monde du carbone, le monde de l'environnement est un monde complexe. Mais l'intelligence artificielle ne pourra jamais se substituer au fait que les entreprises doivent se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai des impacts? Où est-ce qu'ils sont? Ma matérialité, ma fameuse double matérialité, quelle est-elle? Et l'intelligence artificielle peut aider, mais attention aux formules magiques qui feraient croire aux uns ou aux autres que grâce à l'intelligence artificielle, tac, 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 j'aurai plus rien à faire. Moi, je crois que l'environnement, c'est cette approche par la donnée, mais savoir se poser les bonnes questions pour, encore une fois, accompagner sa propre entreprise vers ce chemin de la durabilité. Cette directive européenne, cette directive CSRD qui fait rentrer petit à petit les entreprises européennes les unes après les autres, les très grandes, c'est déjà le cas, puis jusqu'aux PME cotées, donc dans cette ère du bilan extra-financier. C'est une évidence ce que je vais dire, mais c'est un accélérateur de business pour Sweep. Vous êtes au cœur de ces enjeux, quoi. Peut-être même qu'elle a été créée vous savez, alors vous n'y étiez pas à la création, mais en prévision de cette nouvelle ère. Moi c'est pas très populaire ce que je vais dire, mais moi je suis vraiment un amoureux de la CSRD et indépendamment des activités professionnelles que je peux avoir dedans. C'est pas juste parce que ça rapporte du business à Sweep que vous dites. Exactement. Ça. Et pourquoi je suis un amoureux de la CSRD? Parce que pendant de longues années, je me suis battu pour essayer de passer d'une économie co à une économie valeur. Je me suis battu pour qu'on prenne en compte ce qu'on appelle les externalités négatives. Dit autrement, quand je produis un bien, mais ma production repose sur la déforestation, la destruction de l'environnement, ça ne doit plus être accepté. Et la beauté de cette CSRD, c'est qu'elle est extraterritoriale. Enfin, une réglementation européenne qui porte cette extraterritorialité. Donc, tout le monde dit que la CSRD, elle est complexe. C'est 800 pages. Ça fait évidemment, peur à tout le monde. Évidemment qu'on peut simplifier des choses, etc. Mais la logique, l'ambition de cette CSRD, elle est absolument essentielle. Et je crois vraiment pouvoir dire que l'Europe, là, a fondamentalement ouvert une boîte qui est la plus importante, c'est-à-dire la boîte de l'extraterritorialité environnementale. Une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai fait cette déclaration d'amour à la CSRD, chez Sweep, on essaye de vous rendre la CSRD heureuse. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je parlais des dizaines de millions de lignes de données. La CSRD, c'est 1200 indicateurs putatifs. En réalité, c'est moins parce que ça ne sont que les indicateurs sur lesquels vous êtes matériel. On a chez Sweep aujourd'hui des dizaines et des dizaines de clients qu'on accompagne sur la CSRD, des grandes entreprises, des plus petites. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la CSRD, dès lors qu'on a cette approche par la data, on arrive assez facilement à se mettre en conformité avec la CSRD. On arrive aussi à se poser les bonnes questions sur quels vont être mes plans de transformation, quels vont être ce qu'on appelle mes fameux impacts, mes risques et mes opportunités. Et on a fait une étude récemment avec un cabinet qui s'appelle Verdantix, qui est un cabinet de classification, etc. Une étude parce qu'on voulait se demander, est-ce qu'il y a un retour d'investissement pour les entreprises qui choisissent d'appréhender l'environnement, comme la CSRD, par la donnée? Figurez-vous qu'on estime sur 3 ans le retour d'investissement à près de 240%.
Pourquoi ? Parce qu'on évite des coûts de temps passé à aller collecter de la donnée, on évite des coûts d'audit. Puisqu'aujourd'hui, la donnée extra-financière, elle doit être auditée, c'est très important, c'est la fameuse transparence. Et on évite aussi des coûts de consulting, comme on dit, parce que, en fait, ça permet à l'entreprise de se poser les bonnes questions au bon moment. Et là, je ne parle même pas des coûts de réduction parce que j'ai changé mes moyens de production, mon efficacité énergétique. Rien que l'approche par la donnée permet un véritable retour sur investissement pour les entreprises. Et donc, une fois que j'ai dit tout ça, oui, la CSRD, il faut penser peut-être à la simplifier, notamment pour les ETI. Je sais qu'il y a les débats européens qui sont en cours. Mais oui, ce serait folie que de se dire on va réduire l'ambition de la CSRD. Vous avez cette crainte parce que à la suite des élections européennes, on a un Parlement européen dont la couleur politique a en partie changé, pas totalement, ça reste une majorité assez similaire à la précédente, mais avec des partis d'extrême droite qui sont plus puissants et peut-être une tentation d'appuyer sur le frein. Est-ce que vous avez cette crainte-là ? Elle est liée aussi au mouvement des agriculteurs qui a occupé toute l'Europe une partie de l'année dernière, qui reprend en France aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une question d'acceptabilité, de peut-être même d'imaginaire autour de la transformation, on n'a pas encore trouvé la solution là-dessus. Donc est-ce qu'il y a ce moment, là je ne sais pas s'il va durer longtemps, où on a ce sentiment que tout le monde se dit on va un peu appuyer sur le frein. Je suis d'accord, il y a des signaux en ce sens. Le rapport Draghi disant pour la compétitivité européenne, il faudrait réduire l'ensemble de ces normes. Des prises de position politiques ici en France, en Allemagne. Et puis l'élection de Donald Trump en se disant puisque les Américains manifestement veulent faire table rase de beaucoup de réglementations et en tout cas sans contrefiche du climat, faisons pareil. Moi je pense que ce serait une formidable erreur. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, quel est le devenir de l'Europe ? Est-ce que le devenir de l'Europe, sa compétitivité, ça ne sera que de la compétitivité coût ? Prenez l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, il y a plein d'industriels ici sur votre plateau qui viennent vous voir en disant du fait du coût de l'énergie, moi je vais aller déporter ma production aux États-Unis d'Amérique. Où le président Trump a annoncé qu'il allait encore plus creuser, c'est-à-dire les fameux gaz de schiste. En termes de compétitivité... C'était déjà le cas avec Joe Biden où l'énergie n'était pas chère et avec le Inflation Reduction Act, ça a quand même attiré un certain nombre de projets européens. Exactement. Et donc, on est face à un dilemme, c'est-à-dire quelle va être la réponse de l'Europe ? De se dire, on s'enferme dans cette compétitivité coût, notre énergie décarbonée, nucléaire, ne sera jamais au même prix que du gaz de schiste produit dans des conditions environnementales désastreuses. Ou est-ce qu'au contraire, ça doit être de se dire, on doit faire de l'économie de la valeur, passer à l'économie de la valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour tout produit, la partie de décarbonation est une source de création de valeur. Faut-il encore que le marché l'accepte ? Faut-il encore que la transparence soit faite ? D'où la nécessité de la donnée. Faut-il encore que certains le valident, le démontrent ? D'où l'importance des auditeurs. Mais l'Europe, par la CSRD, par son extraterritorialité, dit autrement, ça s'applique tout au long de la chaîne de valeur, enfin dit, moi je suis prêt à me poser la question de l'économie de la valeur. C'est vrai dans le monde industriel avec l'énergie, c'est incroyablement vrai dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, par cette révolution de la donnée, on peut passer d'une économie coût à une économie valeur. C'est pas un vain mot, c'est à mes yeux, véritablement le sens de l'histoire. Alors, les enjeux agricoles, on va en parler dans un instant, Julien de Normandie, mais il y a d'abord une rubrique qu'on vous proposera chaque semaine dans ce grand entretien, une question posée par un ou une DG qui aura participé à l'émission, ce sera comme une chaîne de questions, vous poserez la vôtre au président du Crédit Coopératif qui sera notre invité la semaine prochaine. Là, c'est Caroline Néron, la DG du mouvement Impact France, qui a une question pour vous. Cher Julien, on s'est croisés lors des dernières universités d'été du mouvement Impact France, qui réunissent tous les entrepreneurs à impact qui sont en train de changer concrètement l'économie. Alors maintenant que toi tu es un entrepreneur à impact, qu'est-ce qui est le plus efficace pour changer le monde ? Entrepreneur ou homme politique ? Alors, le levier le plus efficace ? C'est une très bonne question que je me pose souvent. Moi, je pense qu'on a besoin des deux. Je pense qu'on a besoin des deux et qu'il faut faire très attention à ce que la responsabilité, elle ne se délègue pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que souvent, le monde de l'entreprise peut attendre
le politique en se disant tant que le politique ne donne pas l'orientation très claire, ça n'est pas à moi de me transformer et de faire l'effort. Et le monde politique pourrait se dire moi je prends des décisions comme ça et je ne me soucie guère si oui ou non l'entreprise a la capacité de changer. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans l'environnement, dans la CSRD, en est un parfait exemple. Aujourd'hui, la CSRD, on est en capacité d'accompagner les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent c'est des politiques faites par des gens hors sol qui ne voient pas qu'on ne peut pas faire. Non, ce n'est pas vrai. Bon. Et donc, il faut, à mes yeux, que les deux assument, et je suis persuadé qu'on peut à la fois avoir un grand impact quand on est politique, mais aussi un énorme impact quand on est entrepreneur. C'est quoi la loi, ou le décret d'ailleurs, il ne faut pas forcément une loi, qui pour vous, alors vous avez été dans plusieurs ministères, il y a eu la cohésion des territoires comme secrétaire d'État, ensuite logement-ville, ensuite l'agriculture, qui pour vous a eu le plus d'effets? S'il y a un texte que vous deviez faire ressortir en disant tiens celui-là... voilà, heureusement qu'on l'a signé, heureusement que je l'ai signé, heureusement qu'on a lancé cette loi. Il y a parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais je pense aux travaux qu'on a pu faire, notamment dans le domaine agricole avec la loi Egalim. Vous avez renouvelé, réinventé la loi Egalim. Elle est encore insuffisante, mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup appellent à encore son renforcement, mais personne ne se dit il faut revenir en arrière. Et inversement, je vais vous dire, je me souviens d'ailleurs sur ce plateau, j'évoquais cette très belle initiative faite par la SNCF et la direction des achats de la SNCF. Quand vous êtes directeur des achats de la SNCF et que vous avez pris les décisions qu'ils ont prises, c'est-à-dire d'embarquer l'ensemble des sous-traitants de la SNCF vers la voie de la décarbonation, je peux vous dire que vous avez un impact qui parfois est plus fort que celui d'un décret d'un ministre. Et quand je vois que la SNCF qu'on accompagne sur ce très beau projet, on est en train de le faire avec d'autres entreprises, grandes entreprises françaises, mais aussi britanniques, mais aussi américaines, le directeur des achats de toutes ces entreprises ou la directrice des achats sont des personnages absolument clés. Par la décision que vous prenez, vous pouvez changer véritablement et de manière pérenne l'ensemble des émissions environnementales, carbone ou impacts environnementaux le long de votre chaîne de valeur. Donc oui, il faut des politiques qui soient courageux, qui aient une vision, qui accompagne. Mais oui, quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, que vous soyez à la direction des achats, que vous soyez évidemment au niveau du management ou que vous soyez entrepreneur, vous pouvez prendre des décisions qui ont un énorme impact. J'ai une question de curieux, Julien de Normandie. Pourquoi il y a des décrets d'application qui mettent autant de temps à être signés? Enfin, on vote une loi, il y a une médiatisation de la loi, et puis on se rend compte qu'un an après, il n'y a toujours pas de décret d'application. Ça doit rendre dingue le cadre dirigeant que vous êtes devenu aujourd'hui, quoi. Ça rend dingue, mais ça rend dingue le ministre que j'étais. Et comment c'est possible? Ça, c'est là où vous français, c'est quoi? Non, moi je pense que c'est là où vous faites la différence entre un bon et un mauvais manager ou un bon et un mauvais ministre. Un ministre, il n'est pas là que pour faire adopter une loi, présenter une loi au Parlement et obtenir une majorité. Une fois que vous avez une loi, le ministre, il est là pour... c'est le chef de son administration, c'est l'administration qui prend les décrets, et il est là pour faire, pour appliquer. Moi, j'avais coutume de dire, ça a toujours été la façon que j'ai eu de travailler, on ouvre un dossier, on traite le dossier, on ferme le dossier. Mais tant que le décret d'application n'est pas publié... C'est que le dossier n'est pas fermé. Donc c'est simplement la pression, la pression que le ministre met sur son administration? Non, pas que. Après, on pourrait y parler des heures. Je pense qu'il faut aussi revenir à l'esprit des lois de Montesquieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on légifère probablement trop dans le détail, ce qui rend d'ailleurs difficile ensuite les applications, parce qu'il y a très certainement des choses qui se retrouvent dans la loi alors que ça devrait être du niveau réglementaire. Et peut-être qu'il y a aussi un monde médiatique dans lequel vivent trop les politiques, qui fait que l'effet d'annonce est toujours ce qui est privilégié à la réalisation sur le terrain. Vous vous souvenez, moi, quand j'étais ministre, et c'était évidemment pas le cas ici, mais quand j'étais ministre, le nombre de fois où on me proposait d'aller sur une matinale ou autre, à une condition, c'est que j'avais une annonce à faire. Sûr. Et en revanche... Ça a dû m'arriver quand je présentais les journaux de dire, bon, ok, il vient, mais qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Mais en revanche, aller expliquer si oui ou non ça a été mis en œuvre, si oui ou non ça a rendu des effets, là, beaucoup plus dur. Certains le font, mais beaucoup plus dur. Et donc, vous voyez, il y a cet esprit, le politique suit trop le monde médiatique adore la dépêche AFP, l'annonce, etc. Et donc, voilà. Mais c'est un mal
contre lequel il faut se battre. Encore une fois, on doit ouvrir un dossier, traiter le dossier, fermer le dossier. Ce qu'on fait dans le monde de l'entreprise, ce qu'on doit faire dans le monde politique. Moi, je me suis évertué à le faire. Je ne suis pas le seul et il faut croire en ça. En revanche, la politique de l'opinion, je pense que c'est de très mauvais conseils. Ouais. Alors, on a eu une date, on a eu la question du CEO. On va régulièrement aussi dans cette nouvelle rubrique s'appuyer sur une citation de notre invité. Voilà la citation que j'ai trouvée, je viens de Normandie. « C'est folie que le Mercosur, ce que je n'ai pas le droit de produire chez moi, je ne devrais pas avoir le droit de l'importer. Le choix est clair, je suis un anti-poulet brésilien ». Voilà ce que vous disiez aux Assises de l'agriculture et de l'alimentation organisées par nos confrères de Ouest France. C'était le 14 novembre dernier. Vous participez, là on est dans un consensus anti-Mercosur. Est-ce qu'il est aussi mauvais cet accord qu'on le dit ? Oui, parce que je pense qu'il faut... Je reviens à... Vous verrez la cohérence à ce que je disais tout à l'heure sur l'économie coût ou l'économie valeur. Aujourd'hui, moi je suis libéral, je suis pour l'économie de marché et je suis pour les exportations et importations. Je pense, on pourrait y passer des heures, et dans ce voyage qu'on a écrit avec Eric Orsena, Nourrir sans dévaster, je montre bien toutes ces positions. En revanche, si je suis donc pour des accords d'échange entre les pays, je pense que ces accords, ils ne sont utiles que s'ils reposent sur un principe, c'est que ces accords, ils ne doivent pas déréguler, ils doivent fixer un cadre. Un accord de libre-échange, sa perspective n'est pas simplement de se dire on enlève tous les droits de douane. Sa perspective doit être de dire on fixe des conditions. Or, mais ça fait 25 ans qu'il est sur la table. Oui, il y a toujours pas de bonnes conditions. Mais non, c'est un accord d'un temps passé. Mais d'ailleurs, ça a été, vous savez, quand j'étais ministre de l'Agriculture, et je suis hyper content là-dessus parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Je crois pouvoir dire que j'ai été l'un des premiers à remettre cette notion de clause miroir dans le débat. Et pourquoi je parlais des clauses miroirs sur un sujet très précis qui me fait dire que je suis un anti-poulet brésilien primaire. Je me suis battu pour mettre des clauses miroirs pour interdire l'importation des productions de volailles ou autres faites avec des antibiotiques de croissance. Je vais vous raconter une anecdote que je livre dans ce récit avec Eric Orsena. Oui. J'ai habité en Égypte entre 2008 et 2010. J'ai aujourd'hui 4 enfants et ma fille aînée à l'époque tombe malade. Je vais chez le pédiatre en Égypte, au Caire, et le pédiatre me prescrit des antibiotiques pour ma fille aînée. Je retourne à la maison, je demande à la nounou de ma fille aînée où est-ce que je peux trouver ce type d'antibiotiques. Et elle me répond, allez au supermarché. Je lui dis, mais au supermarché, j'y vais tous les week-ends, il n'y a pas d'antibiotiques. Et elle me répond, tout ça est véridique, votre fille a besoin de poulet. Pourquoi ? Parce que c'est du poulet brésilien bourré aux antibiotiques de croissance. Et donc vous aviez protéines et amoxicilline sur la même assiette. D'accord. C'est en 2009. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, près de 50% de la viande de volaille consommée en Europe est importée soit du Brésil, soit de l'Europe de l'Est, soit de l'Asie du Sud, qui autorise ces antibiotiques de croissance. Antibiotiques de croissance, évidemment interdits en France puis en Europe depuis près de 15 ans. Donc c'est le principe de la clause miroir. Ce qu'on interdit chez nous, on ne doit pas l'autoriser pour ce qu'on importe. Et donc l'accord de Mercosur, à partir du moment où il n'y a pas des clauses miroirs sur des antibiotiques de croissance, il n'y a pas des clauses miroirs très fortes sur la lutte contre la déforestation, il n'y a pas des clauses miroirs, etc., est un accord qui en fait ne fait que déréguler et ne porte pas un terrain de jeu avec des règles. Mais est-ce qu'on peut s'en priver alors que vous parliez de Donald Trump, il est en train de rallumer la guerre commerciale. C'est un marché de... Alors si on prend que les pays signataires, c'est 270 millions, c'est plus avec les pays associés. Oui, mais c'est comme tout dans le commerce. Je vais donner un exemple très concret. Chez Sweep, je vous l'ai dit tout à l'heure, on accompagne les entreprises pour décarboner et se mettre conforme avec les réglementations comme la CSRD. Tout le monde hurle en disant c'est trop complexe et tout. Moi, aujourd'hui, on a des centaines et des centaines de clients de boîtes hyper engagés. Est-ce qu'il faut écouter celle-là ou est-ce qu'il faut écouter celles qui vous disent non, tout ça c'est acheté Chez Raise, pionnier de la finance engagée, on essaye de se dire comment on peut faire de la finance autrement. Le rôle du financier, il est hyper important. Un financier, il n'est pas suffisant, mais il est nécessaire. On se demande tous les jours comment on peut faire pour faire les choses différemment. Premier acteur qui d'ailleurs reverse 50% de la création de valeur à des œuvres philanthropiques. On se demande comment on accompagne les entreprises. C'est donc possible dans le monde et du commerce et financier. Dans le monde à l'international, du commerce à l'international, ne serait-il pas possible de se dire on fait les choses différemment ? Moi, je pense que oui. Je pense que si le sens de l'histoire, c'est de se dire au motif
quel que soit l'intérêt, mais au motif de vendre plus de Mercedes ou de voitures, au motif de vendre des sous-marins, au motif de tous ces considérants chers à David Ricardo ou Adam Smith, on réduit notre souveraineté alimentaire. Il y a aussi les métaux rares et la souveraineté de la transition électrique. Mais ce débat, que dépendant de la Chine, le Mercosur peut nous ouvrir ce marché. 1000 fois d'accord. Oui. Mais ce débat sur les métaux rares, il est essentiel. Oui. En revanche, comment on pose le débat ? Est-ce que le débat, c'est les métaux rares, c'est essentiel, donc quel que soit le coût à payer, on le fait, ou est-ce qu'on se dit, OK, on va résoudre peut-être une partie du sujet des métaux rares, mais de l'autre côté, on met en risque peut-être l'un des fondamentaux d'une souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Beaucoup plus complexe comme question. Moi, je crois qu'il faut affronter cette économie de la valeur. Dit autrement, on dit aux Brésiliens, aux Argentins, aux pays latino-américains du Mercosur, on veut être vos premiers alliés, mais on doit fixer des règles communes. On ne peut pas accepter d'importer des produits issus de la déforestation, des antibiotiques de croissance. Il faut qu'on pense cette économie de la valeur. Il faut qu'on se demande, est-ce qu'on peut faire les choses un peu différemment. Vous savez, c'est trop facile de détruire, c'est beaucoup plus difficile de construire. Construisons ces relations-là. Je pense qu'elles sont impérieuses et au final, on n'a pas le choix d'ailleurs. Merci beaucoup, Julien Denormandie. Vous avez évoqué ce livre coécrit avec Éric Orsena, Nourrir sans dévaster. Il est publié chez Flammarion. Merci à vous encore d'avoir participé à cette première de Prêt pour l'impact. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est tout de suite.